Le Gestor Show, c'est le programme que tu retrouves tous les vendredis sur Gestor Media, que ce soit sur Facebook, YouTube, Instagram et TikTok aussi, pour ne rien manquer de tous les sujets qui sont traités ici. Et sonne bien, c'est mon nom, je ne suis pas tout seul, l'équipe est la même et c'est toujours un plaisir pour moi de la retrouver. Oh là là, je m'en vais d'abord commencer par présenter celle qui change de visage à chaque fois. Ça fait 1000 visages de quel... Et voilà, on sera bientôt à notre 50e numéro et elle est venue sur ce plateau avec 50 visages différents, 50 vibes différentes. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour Miss Kessie? Hello la team, hello, C'est hello, la First Lady. Et en tant que First Lady, sa semaine s'est plutôt bien passée parce que je sais que c'est une Barcelonaise. Yes, yes. Même si elle n'a pas le pins comme Jack, petit pins du Barça. Est-ce que tu as un maillot? Est-ce que tu as un maillot? Non, j'offre des maillots du Barça aux gens que j'aime, mais je n'en ai pas moi-même. C'est bizarre, non? Pourquoi tu m'en as pas offert? Mais parce que, est-ce que toi tu es même un vrai Barcelonais? Elle m'a sonné des circonstances. Voilà, Que tu dans as la vu un peu. victoire. En tout cas, pour moi, c'était une bonne semaine. On a fait un petit 4-1 mémorable parce que c'était contre le Grand Bayern. Vous voyez un peu. Le bourreau du Barça. Capi a mis un petit triplé, tout ça. Première minute dans les filets, s'il vous plaît. Donc, c'est très détaillé, hein, C'était incroyable, c'était un beau match et je suis très très contente. Bon, allez, on va créer une rubrique sport spécialement pour nous. Ouais, parce que vu comme c'est parti, et spécialement sur le Barça en fait. Voilà, ce sera la capsule. Très impressionnante. Ah oui? Ouais, carrément. La capsule Barça du vendredi. Allez, c'est le propriétaire de tous les pains et lorsqu'il déjà. arbore cette chemise... Tu connais, c'est qu'il y a des problèmes, man. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour Mr. Will? C'est pas important d'applaudir, voilà, parce que vous savez, quand je mets la chemise, c'est que je suis là pour faire les problèmes. Mais en même temps, je suis très content d'être là. Mais quand je mets ça, c'est pas moi qui ai des problèmes, c'est les gens qui ont des problèmes avec moi. Ah tu vois. On m'a dit non, c'est comme ça. Faites attention, hein, ceux qui ont des problèmes avec l'huile, c'est doucement. Très bien. Un beau gars comme moi. Ah, vraiment. Je fais quoi même? Un gars sans histoire. C'est un madrilène, hein, soit dit en passant. Voilà. Allez, notre invité est déjà bien installé et nous sommes contents de l'avoir avec nous parce que c'est un visage que tous ici connaissons relativement bien. Et je sais que c'est aussi le cas pour toutes ces personnes qui nous regardent parce que ce soit sur Urban FM, que ce soit sur la RTG, Dieu en question, avec l'ancien, comment il s'appelle? Asnzeghi, voilà. Avec Asnzeghi, à qui on fait un gros coucou, un grand monsieur de la télévision gabonaise, où on a souvent vu notre invité venir pour défendre Liboga. Sauf que c'était toujours un peu intriguant parce que bon, il y avait déjà notre invité et il y a aussi un papa là-bas, ou bien. Tatayo s'en fout la mort. Voilà. Donc il y avait ces deux visages-là, des blancs qui débarquent sur un plateau de télé, accompagnés de grands maîtres autochtones pour parler d'Iboga. Sauf que notre invité aujourd'hui ne fait pas que défendre Iboga, puisqu'il met son savoir au service des communautés. On reçoit M. Yann Guignon, qui se définit comme étant un occidental accidenté. Il nous expliquera pourquoi. Nous sommes contents de le recevoir. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour lui, s'il vous plaît? Merci. Comment allez-vous, Yann? Pas mal. La forme, ça va? Ouais, je rentre de province. J'étais à Makoukou encore hier et la route était plutôt bonne. Vous avez dansé le Gaule? Non, j'ai pas eu le temps. J'ai compté les pieds d'Iboga et distribué un petit peu d'argent aussi au passage. Et voilà. Et puis au passage, un petit porc épic à l'Odica, une petite queue de croco dans son jus. Et hop, on est rentré à l'Iboga. Avec le manioc? Nice. Ah ouais, super. Non, sans manioc, j'ai un peu du mal à digérer le manioc. Ouais, quoi, la banane. Non, mais moi j'aime bien dans le jus là, vraiment simple comme ça. Comme ça, très très bien. sans Ah wow. Ah, ça c'est vraiment, c'est un puriste. Ah, c'est vraiment ça. Ouais, ça, c'est un Normalement, là, je comprends, c'est un lombo, man. Tu connais, man. Très bien. Allez, on va parler d'ONG Blessing of the Forest. Mais avant, votre histoire avec l'Iboga. Parce que ça, quand même, c'est important. On va la refaire encore. L'histoire avec l'Iboga, en fait, initialement, mon travail, je suis consultant en médiation interculturelle et en développement durable. J'ai travaillé pour un grand groupe français qui s'appelle Groupe Arès dans le secteur des technologies de l'information. Je dirigeais la branche Export Afrique et on a été sollicité par les autorités gabonaises à l'époque pour développer un projet e-learning, donc d'informatisation de l'établissement scolaire du secondaire. Et avec ma casquette de médiateur interculturel et de conseiller en développement durable, il fallait impérativement qu'on maîtrise l'identité culturelle
utilisateurs, donc des Gabonais, pour pouvoir savoir un peu comment ils allaient s'approprier l'outil. Donc je me suis intéressé à l'identité culturelle. On a recruté une équipe gabonaise à l'époque, un directeur de projet FAN, Racine Guéma, il s'appelle. Et il m'a tout de suite parlé, évidemment, du Witili, de l'Iboga. Ça m'a passionné parce que j'ai aussi un background dans la phytothérapie, enfin dans les médecines alternatives, l'herboristerie, c'est un truc traditionnel dans ma famille, ça existe aussi chez nous en Occident, les médecines alternatives. Et donc j'ai tout de suite été à l'écoute. Et puis aussi, ce monsieur avait vu que peut-être l'Iboga pouvait m'aider à résoudre certains problèmes qu'il avait, on va dire, consultés chez moi, qu'il avait très bien consultés. Et un jour, il m'a proposé un week-end de venir tester cette médecine. Et donc, je l'ai fait la première fois de ma vie en Normandie, au bord de la mer, au nord de la France. Et ça a littéralement changé ma vie. Ma vision du monde, ma vision de l'au-delà. Ça a vraiment été un virage essentiel dans ma vie. Et puis, suite à ça, j'ai remis beaucoup de choses en question, notamment ma carrière professionnelle. Et j'ai ressenti l'appel du Gabon très fort. Et c'est comme ça que j'ai été orienté vers le maître Ato Mribenga, paix à son âme, qui est de mon premier père initiatique, d'ailleurs où j'ai rencontré Carmi là-bas. Elle a assisté à mon initiation. Je parle de ça il y a 18 ans. Ouais. Voilà. Et mon initiation a confirmé ce que j'avais vécu la première fois que j'avais pris l'Iboga en Europe, en Normandie, exactement. Et le message était assez clair, c'était qu'il fallait que je veille à ce que l'Occident ne fasse pas avec l'Iboga ce qu'il a fait avec les autres ressources stratégiques et avec le patrimoine culturel africain en général et gabonais en particulier. Maître Ato Mribenga a beaucoup insisté sur ce point, parce que lui-même était assez navré que les Gabonais ne donnent pas plus d'importance à leur patrimoine culturel. Ils se battaient déjà ardemment à ce sujet. Et son Witili lui avait dit qu'un jour un blanc viendrait et qu'il utiliserait ce blanc-là pour convaincre les Gabonais, pour les mettre face à cette réalité-là. Et donc, juste après mon initiation, Maître Ato Mribenga m'a dit « Allez, Agora ». À l'époque, quelle émission. Il m'a envoyé au front direct. Ouais. Et il m'a dit, puisque les Gabonais ne veulent pas accorder d'importance à ce qu'un autre Gabonais dit, eh bien ça va être un blanc et ça va leur faire honte. Et c'est comme ça que le message passera. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé engagé dans cette cause qui est maintenant devenue assez sacerdotale. Est-ce que le fait d'être blanc, pour vous, a été un avantage ou un inconvénient? Enfin, comment est-ce que vous avez géré ça? C'est une très bonne question. Je dirais oui et non. Oui, dans un sens, parce que j'ai une vision assez transversale des choses au niveau international et que j'ai la possibilité de pouvoir avoir cette vision, de voyager, d'avoir accès à certains outils de travail. Donc, quelque part, oui. Et de l'autre côté, non, parce que sur le terrain au Gabon, évidemment, si je suis blanc, c'est forcément que je suis là pour piller, pour voler, pour espionner, pour m'approprier, pour dominer. Ouais. Et voilà, je porte les affres de l'histoire coloniale. Exact. J'accepte le jeu. Mais parfois, quand même, c'est assez frustrant parce que vous parliez de foot tout à l'heure. C'est pas un patrimoine culturel gabonais. Exact. Bon, vous parlez mieux de foot que moi, je ne parle football. En tout cas, Carmi, si. Enfin, je veux dire, à un moment donné, nul n'est prophète dans son pays. À un moment donné, il y a la diversité culturelle, c'est une richesse. Et on a assez longtemps reproché aux Blancs, à juste titre, de ne pas valoriser les cultures locales. Quand il y en a un qui regarde votre culture et qui dit « elle est magnifique », et qui plonge dedans au prix de sa carrière, de sa famille, etc. Je pense qu'il faut l'encourager, mais après, bon, les choses ne sont pas aussi simples, donc j'accepte les règles du jeu, mais être blanc n'est pas facile pour moi, surtout à l'heure actuelle, en Afrique en général et au Gabon en particulier. Miskay. Oui, alors, une belle histoire on va se tutoyer, parce que de toute façon, on se connaît. Merci, ma soeur. Voilà. Belle histoire de ta rencontre avec l'Iboga. Et je suis, comme tu disais tantôt, témoin de cette première initiation il y a 18 ans chez le maître Atom. Oui, ça fait très très longtemps. Et du coup, après ta rencontre avec l'Iboga, donc tu décides de travailler
à la conservation du patrimoine, de ce patrimoine-là. Comment tu arrives à te mettre en contact avec Blessing of the Forest? Qui est Blessing of the Forest et quelles sont les missions et les actions de Blessing of the Forest? Rapidement, avant la deuxième partie où on ira un peu plus en profondeur. Je vais faire très court parce que c'est un long sujet, mais en gros, basiquement, après mon initiation, dans mon parcours initiatique avec Maître Atom Mbenga, il m'a dit, écoute, va. Fais le tour un peu de la question, rencontre les gens et essaye de trouver les moyens de réaliser ta mission. La première personne que je suis allé voir, c'est le professeur Jean-Noël Gassita, qui m'a tout de suite adopté, qui m'a pris sous son aile, vraiment de manière... j'en ai les poils qui s'hérissent tellement qu'il m'a vraiment pris comme un fils et qu'il m'a transmis ses connaissances. Ça a commencé par là. Et puis aussi, j'ai fait le tour de certains nombres de temples pour un peu essayer de comprendre comment les gens voyaient les choses, parce que je ne vais pas m'aventurer dans une histoire sans d'abord savoir comment les Gabonais voient l'histoire eux-mêmes. J'ai fait le tour, j'ai même réalisé un film sur le sujet pour donner la parole aux traditionnalistes gabonais, ça s'appelle La tradition bouddhiste des Sumba défend du Gabon. Donc j'ai fait un petit film là-dessus. Et puis j'accélère le truc, j'ai accumulé de l'information, et pour aller très vite, à un moment donné, le professeur Gassita m'a dit, écoute, il faut faire un état des lieux, il y a trop de connaissances, les gens n'ont pas le temps d'étudier, il faut faire un état des lieux, synthétiser toutes ces connaissances-là. Et il se trouve qu'à l'époque, il était en lien avec la fondation de l'ex-première dame, où ils avaient un département d'études sur les produits forestiers non ligneux. Et c'est là où ils étaient en préparation de la ratification du protocole de Nagoya. Excusez-moi, c'est un peu technique, mais c'est comme ça que ça s'est passé. On va en reparler. Et qu'ils ont dit, mais oui, l'Iboga, c'est un PFNL, ça nous intéresse dans le cas de Nagoya, pouvez-nous faire un rapport? Paf, j'ai fait un rapport en 2011-2012, c'est 13 000 pages condensées en 50 pages. Ce rapport a été transmis aux autorités, ils ont été un peu éberlués par la réalité de cet état des lieux, qui était très méconnu au Gabon, qui reste très méconnu au Gabon. C'est-à-dire l'histoire de l'Iboga a 200 ans avec l'Occident. Voilà. Et donc, ça a été un choc. Et là, on m'a dit, écoute... il faut monter une structure, il faut essayer de faire quelque chose. Mon professeur Gassita m'a dit il faut aller chercher de l'aide à l'international, des financements internationaux. Et c'est comme ça que j'ai décidé d'ouvrir une structure en Angleterre. Pas en France, parce que l'Iboga a été classé entre-temps stupéfiant de catégorie 4 et le Bouti dérive sectaire. Donc j'ai monté une structure. Donc j'ai monté une structure en Angleterre, Blessing of the Forest, les bénédictions de la forêt, les bienfaits de la forêt. Et puis en allant de conférence en conférence, j'ai cherché des soutiens, chercher des financements. Et c'est comme ça que j'ai commencé à déployer la solution, dans un premier temps, qui était de planter absolument l'Iboga le plus possible pour que les traditionnalistes gabonais y aient accès avec de l'Iboga de qualité, origine contrôlée, avec des prix plafonnés. C'est comme ça que j'ai commencé, et puis après, ça s'est déployé. Voilà, en très court, très synthétique. Très bien. Mr. Rhys, tu as certainement... Oui, j'ai beaucoup de questions même. J'ai beaucoup de questions. Alors la première qui me vient comme ça à l'esprit, c'est quel est l'intérêt aujourd'hui de préserver l'Iboga? Moi, j'aimerais vraiment vous entendre dessus, parce que finalement, c'est ça votre combat. C'est quoi l'intérêt aujourd'hui de préserver justement l'Iboga? Comme je viens de le dire, l'Iboga est en voie de disparition du domaine public. Alors ça, il faut bien intégrer ce que je dis. Il n'est pas en voie de disparition totale du Gabon, mais du domaine public. D'accord. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas la propriété de quelqu'un, aujourd'hui, c'est pillé en très grande quantité par des trafiquants qui l'exportent dans le monde entier. Il y a des quantités pharaoniques d'Iboga qui quittent le Gabon chaque année pour le marché international. Donc aujourd'hui, les Gabonais traditionnalistes dépendent de ce domaine public. Parce que les Gabonais n'ont pas le réflexe de domestiquer cette plante pour l'utilisation coutumière locale. Il n'y a pas cette mentalité agricole au Gabon encore. C'est chasseur-cueilleur essentiellement, culturellement depuis très longtemps. Comme la nature est très généreuse, il n'y a pas eu cette mentalité-là de domestication à des fins commerciales et industrielles. Donc déjà, l'Iboga, le domaine public, disparaît. Donc, ce qui fait qu'on observe dans les banjas, et peut-être que vous aurez d'autres témoignages ailleurs, qu'il est plus rare maintenant de trouver des cérémonies où les gens n'ont pas d'Iboga, ne trouvent plus d'Iboga. Parce qu'il devient très rare dans le domaine public. Il fait l'objet de spéculations commerciales qui sont régies essentiellement, qui sont surtout commandées par le marché international. Donc les prix sont en train d'exploser, donc des Gabonais ne peuvent plus se payer l'Iboga. La qualité diminue parce que les grands arbres sont pillés. Donc du coup, les gens coupent l'Iboga. Du coup, il y a plus d'accidents parce qu'il y a de l'Iboga qui est coupé, du faux Iboga. Du coup, il y a des morts et ça jette l'opprobre sur la tradition.
Donc voilà l'importance. Déjà préserver l'iboga pour l'utilisation coutumière, pour les traditionalistes, pour garantir l'accès constant à un prix plafonné, à une qualité optimale pour les traditionnalistes gabonais. C'est déjà la première chose. Okay. La deuxième chose, c'est qu'il y a un gros travail d'étude à faire sur cette ressource. Il y a encore des connaissances, malheureusement, qu'il faut arriver à vulgariser. Je ne parle pas des connaissances traditionnelles, je parle du potentiel thérapeutique. Quand on parle, par exemple, aujourd'hui, au Gabon, du problème des kobolos, la dépendance des jeunes aux drogues, mais on pourrait les soigner avec l'iboga, puisque le monde entier est en train de s'intéresser au potentiel thérapeutique de l'iboga et de l'ibogaïne pour soigner les toxicomanes aux opiacés. Pourquoi au Gabon, on ne soigne pas les jeunes avec ça? En fait, il y a un problème d'appropriation du potentiel thérapeutique de l'iboga parce que ça a été très mystifié par le Bwiti et qu'on a mis de côté le côté scientifique. De la chose. Il faut le préserver pour pouvoir l'étudier. Voilà. Donc c'est surtout ça dans un premier temps. Et puis aussi parce que, faut pas l'oublier, Omar Bongo, le défunt Omar Bongo l'a proclamé en juillet 2000, c'est un patrimoine culturel national à préserver. Il l'a même qualifié de réserve stratégique. C'était un visionnaire. Donc il faut le conserver. Parce que c'est une réserve stratégique. Et c'était un grand visionnaire. Parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. L'ibogaïne, est considérée par la science moderne comme étant la plus grande révolution thérapeutique du 3e millénaire. Wow. Mais quand même, c'est balèze. Moi, je pense qu'il y a tellement à dire sur ce sujet. Exact. On va se retrouver en deuxième partie pour pouvoir aller un peu plus en profondeur par rapport à l'ONG elle-même, Blessing of the Forest, ses actions et le protocole de Nagoya aussi en parler un peu, parce que pour nous, c'est du mandarin. Exactement. Voilà. C'est pour nous, quand on entend préservation, protocole de Nagoya, accord, etc., c'est encore du mandarin. Donc, on va se concentrer en deuxième partie sur cet aspect un peu plus technique voilà, pour pouvoir comprendre un peu ce qui se passe derrière Blessings of the Forest. Et on se retrouve en deuxième partie. Let's go. Yep. C'est parfait. Allez, deuxième partie de l'émission. L'équipe ne change pas. Toujours, tu sais. Invité, lui non plus. Et nous sommes toujours avec monsieur Yann Guignon, qui est représentant de l'ONG Blessing of the Forest. Et nous sommes heureux de l'avoir avec nous aujourd'hui. Très heureux. Et la première partie était géniale. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la regarder et surtout commenter, liker, partager. Et n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez justement de l'iboga, des préjugés autour de l'iboga, de ce que vous en savez un peu, et puis qu'on en discute. Encore un blanc qui parle de nos choses. Allez, est-ce que vous pouvez... Un blanc qui est gabonais. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'ONG Blessings of the Forest avant qu'on... Alors, Blessings of the Forest, les bénédictions de la forêt, Pindi Mabondo, pour le faire en langue vernaculaire. C'est une ONG dédiée à la préservation, à l'étude et au développement durable du patrimoine culturel et naturel gabonais. Simplement, patrimoine culturel naturel gabonais. Alors, aujourd'hui, on parle beaucoup de biopiraterie, par exemple, de trafic illégal de ressources naturelles au détriment des populations autochtones. Comment, concrètement, votre ONG lutte contre ce fléau-là? Alors, nous, ce que l'on fait, c'est qu'on est en convention avec le ministère des Eaux et Forêts pour implémenter le protocole de Nagoya, pour mettre en œuvre le protocole de Nagoya que le Gabon a ratifié en 2011. Qui est un protocole qui est issu de la Convention sur la biodiversité et qui, en gros, lutte contre la biopiraterie et l'appropriation culturelle. C'est-à-dire, en fait, aucune ressource naturelle gabonaise, aucune connaissance traditionnelle gabonaise, normalement, ne peut être vendue à l'extérieur de ce pays sans concertation transparente avec les communautés sur qu'est-ce qu'on en fait, combien d'argent ça rapporte et qu'est-ce que les Gabonais y gagnent. Donc, le Gabon est le premier pays au monde à avoir ratifié ce protocole. Et nous, on fait en sorte de le mettre en œuvre. Voilà. Donc il y a ça. Après, il y a une partie de veille internationale, de regarder qui fait quoi. D'ailleurs, j'ai une page sur Facebook privée qui s'appelle Maboga International Database, c'est-à-dire l'Observatoire international de l'iboga, qui permet d'observer qui fait quoi dans le monde entier et d'informer l'opinion publique, les sociétés civiles, de ce qui se passe avec l'iboga. Parce que très peu de Gabonais savent que l'iboga, ça fait 200 ans que ça quitte le pays. 2 siècles.
Et c'est même introduit en bourse aujourd'hui au Nasdaq aux États-Unis. Il y a des brevets qui ont été déposés sur l'ibogaïne. On fait déjà des suppositoires avec l'iboga, on fait des chewing-gums, on fait plein de trucs. Et les Gabonais ne savent pas. Donc moi, mon rôle, c'est d'informer et accompagner les autorités et la société civile pour défendre ce patrimoine, pour défendre cette propriété intellectuelle autour de ce patrimoine et de faire en sorte que cette ressource reste au profit des Gabonais d'abord. Mais justement, en parlant de profit, comment vous œuvrez avec... Enfin, quelles sont les actions concrètes de Blessings of the Forest, pas seulement par rapport à la préservation de l'iboga, mais aussi par rapport aux communautés? Bon, déjà, nous, ce qu'on fait... Quelles sont vos actions? Nous, déjà, ce qu'on fait, c'est qu'on fait le tour des communautés traditionnalistes. Voilà. On identifie celles qui veulent conserver cet iboga. C'est concrètement le planter, le domestiquer. Quand on trouve des communautés qui sont volontaires à planter cet iboga, alors je dis qu'à ce stade, nous ne prenons plus d'autres communautés. Il ne faut pas que je reçoive trop d'appels sur ça, mais voilà, on a identifié 20 communautés qui veulent planter. On leur fournit tout le matériel agroforestier, plus quelques connaissances sur la domestication de l'iboga, parce qu'il y a encore certaines choses à savoir, qui sont parfois méconnues. Et maintenant, on encourage à planter l'iboga. On donne une prime à chaque pied d'iboga planté. Ouais, on compte les pieds d'iboga. À chaque prime, 2000 francs, 2000 francs, 2000 francs, 2000 francs. Vous plantez 1000 pieds, vous avez 2 millions. En plus de tout le matériel qui est à côté. En plus, quand les gens plantent l'iboga, après, ça arrive à maturité au bout d'un certain nombre d'années. 5, 6, 7, 10 ans. Tout ce temps-là, il faut motiver les gens pour garder la plantation. Exact, ouais. Donc, on développe des activités génératrices de revenus. L'apiculture, donc la production de miel, la pêche artisanale, l'artisanat, la production d'artisanat, le tourisme. On va financer des activités génératrices de revenus pour que ces communautés soient motivées à continuer d'entretenir l'iboga. Parce que la règle, c'est si vous plantez l'iboga et vous le protégez, on vous ouvre des lignes de crédit pour financer vos projets à côté. On finance la rentrée scolaire des enfants. Si vous avez un dommage, un problème là, on était à Ebieng, la cuisine qui est tombée, on reconstruit. Un temple qui tombe, on reconstruit. Il y a un gros problème dans le village, on vient en soutien. Si vous protégez l'iboga, que vous le conservez, on vous finance. Donc c'est comme ça que l'on fait. Une fois que l'iboga arrive à maturité, on cherche des clients. Bon, les clients, on n'a pas besoin de les chercher à la torche. Il y en a des tonnes dans le monde entier. Donc on va les approcher à travers des conférences internationales, en faisant de la communication. On va voir ces clients. Écoutez, vous achetez où, vous? Ah ben nous, on achète là. Mais vous achetez au braconnier, vous? Vous voulez qu'on fasse du bruit sur le fait que vous achetez au braconnier? Ou vous voulez acheter directement aux communautés et en faire bénéficier les gardiens de ce patrimoine-là? Donc après, quand un client dit oui, non, je préfère travailler avec les gardiens de ce patrimoine, ils viennent au Gabon, ils vont à la rencontre de la communauté, ils discutent avec eux sur l'utilisation qu'ils veulent en faire. Après, on fait venir les autorités, parce que le protocole de Nagoya engage les autorités gabonaises. Le client se met d'accord avec les autorités gabonaises, l'équipe Nagoya, et avec la communauté sur ce qu'ils vont faire de ce patrimoine-là, quelle quantité ils veulent, comment ça va être utilisé, quels revenus ils vont dégager, comment ils partagent leurs revenus avec la communauté. Ils signent des accords là-dessus, et après, on peut exporter par une voie légale, transparente, qui va générer des revenus qui profiteront directement aux communautés qui cultivent ces revenus. Il n'y a plus d'intermédiaires. D'accord. Voilà. Mais qu'est-ce que l'ONG Blessings of the Forest gagne? Je pose la question parce que lorsqu'on parle, et pour le Gabonais lambda qui va écouter ça, je pense qu'il va se poser la même question. Pourtant, c'est clairement expliqué, mais on a tendance à se dire, mais s'ils font ça, c'est qu'ils gagnent quoi? Pourquoi ils viennent protéger soudainement? Pourquoi vous protégez l'iboga soudainement? Pourquoi est-ce que c'est vous qui trouvez les acheteurs? À ce moment-là, vous gagnez quoi? En fait, ce qui m'étonne dans cette question, c'est le fait qu'on ne croit pas à l'engagement social dans l'intérêt public. C'est assez étonnant, en fait. Une ONG, c'est une organisation non gouvernementale, c'est un but non lucratif. C'est-à-dire qu'on croit à une cause. Pourquoi des gens vont défendre les femmes victimes de violences sexuelles? Ça existe, les orphelins. Exactement. Ou défendre la nature. Pourquoi on le fait? Qu'est-ce qu'on a à y gagner? Mais c'est une question d'engagement personnel. C'est une question, dans mon cas, c'est une question de foi. Oui, mais monsieur, on parle quand même, il y a des bailleurs de fonds, on parle quand même de rencontres avec des gens qui ont beaucoup d'argent, qui injectent de l'argent, etc. Oui, très bien. Alors soyons clairs, on a $1 million de financement annuel. C'est pas les Gabonais qui en prend cet argent. C'est des Américains qui nous financent. Donc l'argent, déjà, nous, on le fait rentrer au Gabon. On le prend pas aux Gabonais. On le fait rentrer au Gabon. Et cet argent, il va où? Dans les poches des communautés.
Alors, effectivement, je touche une indemnité compensatoire. Voilà. C'est normal. Ce qui est normal de toute façon. C'est un salaire, Il faut bien travail vivre. mérite salaire. Excusez-moi, mais j'ai 50 ans, j'ai une très grande famille gabonaise à charge. Il faut bien que je gagne ma vie. En plus d'être vous-même gabonais. Mais que les choses soient claires, je ne possède pas de voiture, je ne possède pas de terrain, je ne possède pas de maison, je suis locataire, je n'ai jamais construit. J'ai une voiture de fonction qui est le 4x4 qui est dehors, qui ne m'appartient pas, qui appartient à l'ONG. Moi, je touche mon indemnité compensatoire qui me permet de subvenir à mes besoins primordiaux, mais que si demain BOTF aide les communautés à vendre 2 tonnes d'Iboga, par exemple, ça ne changera strictement rien à mon salaire. Je ne suis pas un commerçant. Voilà. Donc, je trouve parfois un peu déplacé, surprenant que l'on ne croit pas à l'engagement public. Oui, mais c'était important de le rappeler. C'est important, c'est important pour ceux de qui le dire. regardent. Très bien. Oui. Donc moi, ce que ça m'apporte, c'est la satisfaction d'avoir le sentiment de faire quelque chose qui profite aux communautés, mais à la communauté. Moi aussi, peut-être quelque part, je le dis parfois, et je l'ai même déjà dit, que je suis un peu en je suis un peu en rédemption. Pour ça, je parle d'occidental, accidenté, parce qu'il y a l'histoire coloniale qui existe là, et moi, je suis avant tout un combattant de l'antiracisme, des préjugés racistes, etc. Et je veux prouver qu'il n'y a pas que des Blancs qui sont là pour se servir et piller. Il y en a aussi qui sont là pour accompagner la valorisation de ces patrimoines-là, parce que moi, ça m'a sauvé la vie. Donc, je suis juste reconnaissant. Je suis un témoin de l'histoire qui a envie je dirais que je suis un peu un artiste dans le truc. J'ai envie de montrer autre chose, une autre grimace aux gens. Il n'y a pas que des Blancs qui sont là, dans leur voiture climatisée, à vivre entre eux, à partir à la pointe le week-end. Non, il y en a d'autres qui sont parmi vous, qui sont avec vous. Et je suis sûr que vous en connaissez d'autres. Je connais d'autres Blancs dans ce pays. Voilà. Donc moi, j'y gagne quoi ? Je dirais une satisfaction personnelle. Et puis d'accomplir ta mission. Et puis c'est un chemin mystique. C'est un chemin mystique. Donc ce que j'y trouve, c'est dans l'au-delà que ça se prononce, et c'est assez intime. Oui, alors, quels sont aujourd'hui vos rapports avec les autorités, puisque vous les avez mentionnés, c'est assez important de le rappeler. Et puis surtout, deuxième question, quelles sont les difficultés auxquelles vous rencontrez en fait Quelles sont les difficultés que vous rencontrez ? J'y arrive, voilà. Dans votre démarche, justement. Les relations avec les autorités existent depuis quand même pas mal de temps. J'ai travaillé avec un certain nombre de... Moi, j'ai connu le gouvernement Barbongo, Ali Bongo, et maintenant du CTRI. Donc, moi, je compose avec les autorités en place. C'est un État souverain, donc je fais avec les gens qui sont là, et voilà. Donc... elles étaient peut-être un peu meilleures, quand bien même elles étaient compliquées avant le 30 août de l'année dernière. Il faut le dire, je tiens à le dire, c'était peut-être un peu plus facile, parce qu'effectivement, on avait travaillé, et puis à un moment donné, on a récolté les fruits de notre travail. Voilà. Là, tout a été mis carte sur table. Malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que le protocole de Nagoya a été essentiellement porté par l'ancien ministre Lee White, qui a quitté le pays en perte et fracas, avec beaucoup d'accusations sur le dos. Et malheureusement, c'est étonnant, mais Lee White était un blanc qui était un écologiste qui s'intéressait à la nature. Je suis un blanc qui m'intéresse à l'écologie, donc forcément, je suis de la même trempe que Lee White, je suis le petit Lee White. Donc du coup, on m'a assimilé à Lee White, et on me prête toutes les mauvaises intentions possibles imaginables. Donc aujourd'hui, je dirais que je rame. C'est très difficile c'est très difficile d'enlever de la tête de l'esprit populaire le fait que je ne sois pas le petit de cet ancien système-là. C'est assez difficile à enlever la tête des gens. Donc aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Donc on prend le temps d'expliquer les choses, de rencontrer les gens, et on croise seulement les doigts et on prie pour que les gens comprennent que non, le projet est là, ça bénéficie aux communautés, libre aux gens d'aller à la rencontre de ces communautés, on ne cache rien. On peut nous écrire, on peut nous inviter, on peut nous poser toutes les questions, vous êtes en train de le faire. Bien sûr. On peut vérifier notre comptabilité aussi, on peut même vérifier mon salaire. Et voilà, donc il faut dépasser les préjugés. D'ailleurs, tu viens de parler des communautés avec qui vous êtes en partenariat. Blessing of the Forest, est-ce qu'il y a quelques petits chiffres que tu pourrais là nous donner en termes de communautés, de familles, d'individus, etc.
Bah oui, on peut dire que depuis 2015, où on a commencé nos activités sur fonds propres, sur mes propres fonds, on a distribué depuis 2015 1,2 milliard de francs CFA aux communautés gabonaises. On a évidemment rédigé un rapport qui a été un socle essentiel à la signature du protocole de Nagoya. On a aussi fait un lobbying très fort pour la signature d'un arrêté protégeant l'Iboga, qui a été donc porté par Guy Bertrand Mapangou, l'ancien ministre des Eaux et Forêts, actuel haut représentant du chef de l'État et membre d'honneur de Blessing of the Forest. Aujourd'hui, on soutient plus de 1800 Gabonais. C'est à peu près 200 familles, bon an, mal an. C'est une vingtaine de villages rassemblés en 14 associations. C'est 34 activités génératrices de revenus. C'est, je crois, environ 600 élèves dont on finance la scolarité, qui sont les enfants des gens qui travaillent dans ces projets de conservation de l'Iboga. C'est 30 et quelques maisons de communauté Babongo qu'on a restaurées. C'est des forêts qu'on a rachetées pour la communauté Babongo qui était en phase d'expropriation. On a racheté des forêts pour eux, pas pour nous, pour eux. C'est... je sais pas, moi, on fait... En tout cas, le travail est énorme. J'ai beaucoup de chiffres, j'ai pas tous les chiffres en tête, mais... Moi, je peux quand même applaudir pour ça parce que... Voilà, c'est plus de mission... Tout est vérifiable sur une plateforme. C'est à peu près un peu plus de 1800 Gabonais qui sont impactés financièrement, socialement, techniquement. On finance aussi l'association nationale Maringa Manzambe qui rassemble tous les temples du Bouti Misoko au Gabon. Donc je crois qu'aujourd'hui c'est une quarantaine de temples. On prépare la conférence nationale de défense du Bouti Misoko l'année prochaine que l'on fait. Aujourd'hui on est les seuls bailleurs de fonds de cette organisation. Vous avez rencontré déjà... On assiste à cette conférence. Là c'est un scoop que je vous donne. Ça devrait avoir lieu mi-avril 2025. On travaille là-dessus. Enfin, je veux dire, on fait le taf. On fait le taf. Il y a 75% de nos fonds qui vont directement aux communautés traditionnelles, aux communautés villageoises. Le reste, c'est les frais de fonctionnement. Bien sûr. Carburant. Tout ça. Fourniture, bureau, machin, local. On fait travailler les Gabonais. Et donc voilà. Moi, j'ai une dernière question. Est-ce que vous avez déjà été confronté à des propositions de corruption ? Parce que dans ce que vous êtes en train de faire, on imagine bien que voilà, peut-être il y a beaucoup d'argent. Il y a un grand intérêt autour de la plante. Donc du coup, tout à l'heure. Voilà. Aucune proposition de corruption gabonaise. D'accord, ça c'est bien. Faut préciser. On m'a jamais proposé quoi que ce soit du côté gabonais. Bon, j'ai évité de faire de la politique et je ne veux pas faire de politique. Et j'ai bien compris à travers l'histoire de Mildy White justement que pas qu'un blanc devienne ministre, c'est compliqué. Donc jamais je ne convoiterai le moindre poste politique. Je suis profondément... Une proposition dans ce sens vous a été faite ? Non, jamais. J'aurais pu travailler à l'époque pour la fondation de la Première Dame quand j'ai fait ce rapport, mais non, je reste dans la société civile. Par contre, oui, il y a eu des tentatives de corruption étrangères, de laboratoires pharmaceutiques, de cliniques, de trafiquants d'IBOGA. J'ai déjà eu une valise de $300,000 en cash devant mes yeux en Afrique du Sud. Tu as laissé l'argent. Des tentatives de corruption de l'étranger, j'en ai eu plusieurs, oui. Comme quoi, vraiment, tout le monde voit que c'est une ressource incroyable. Voilà, en vrai, il n'y a que nous qui ne voyons pas beaucoup d'argent, sur quoi on est assis, en fait. Incroyable. Monsieur Yann, vous avez cette caméra. Si vous avez un message à faire passer auprès de toutes ces personnes qui vous regardent. Et des contacts. Voilà. Faites des recherches. Oui, moi, c'est ça que je voudrais dire. Il faut faire des recherches. Il ne faut pas s'arrêter aux premières images que l'on a devant soi. Il faut pousser au-delà. Moi, je trouve que le peuple gabonais, c'est quand même un peuple qui à la fois, c'est hallucinant de croire en quelque chose qu'on ne voit pas. C'est quand même fort, c'est que croire en Dieu, on croit à quelque chose qu'on a une évidence qu'on n'a pas devant les yeux, mais on y croit, on a foi à quelque chose. Bon, mais je pense que c'est important d'aller au-delà de l'image qu'on vous présente, que ce soit au sujet de l'Iboga. Je pense qu'il faut faire des recherches. Il faut faire vraiment des recherches. Que ce soit au sujet aussi des Blancs. Non, les Blancs ne sont pas tous des esclavagistes, colonialistes. Voilà, je pense que moi, c'est ça que j'invite surtout les Gabonais à faire, c'est de faire des recherches, de se réapproprier leur culture, de se réapproprier leur histoire, d'être fiers de ce qu'ils sont et d'accepter la diversité culturelle et qu'il y a des gens qui viennent les accompagner dans cette formidable aventure gabonaise. Donc moi,
bon, je dis ça comme ça à chaud parce que je n'ai pas préparé la réponse à ma question. J'invite les gens à faire des recherches et à dépasser les préjugés, et à s'ouvrir. On est dans un monde mondialisé qui va extrêmement vite et il faut regarder au-delà des choses qu'on nous présente immédiatement. On regarde du switch là, du sweep sur Internet et on va très très vite dans l'information. Non, si on s'intéresse à quelque chose, il faut chercher. Donc moi j'invite les gens à me poser des questions, à nous écrire, à nous inviter. Moi je suis ouvert au dialogue, je suis ouvert s'il y a des questions, il faut me les poser. J'ai rien à cacher. Je suis très content de répondre aux questions. Voilà. Et d'ailleurs, si tu peux donner tes contacts ici, enfin les contacts sur lesquels on peut aller. Oui, on a un site, on a une adresse mail, c'est info@blessingoftheforest.org, blessingsoftheforest.org. On a un site internet. Bon, Yann Guignon, si on tape mon nom sur internet, on peut trouver. Bon, on a un secrétaire général, Georges Gassita, vous pouvez le joindre assez facilement. En fait, on est abordable et on peut nous écrire. Je vais pas donner mon téléphone. Non, bien sûr que non, mais vos plateformes. Les gens peuvent appeler pour autre chose. Passer par G-Store, s'il y a des invitations à des débats, bien sûr, avec grand plaisir. Bien sûr. Bon, allez, le Gestor Show, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci infiniment. C'était long et court à la fois. Ouais. Il y a tellement d'informations intéressantes. On a envie d'aller plus loin. Exactement. Mais je vous invite, comme disait Yann tantôt, à aller sur le site de Blessings of the Forest et d'aller aussi sur YouTube. Regardez ce qu'ils font. Il y a plein de vidéos intéressantes sur leur YouTube. Et puis, voilà. Bon, allez, on se retrouve vendredi prochain. Prenez soin de vous.